studios de la BBC un appel aux Français. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Mais les rapports entre De Gaulle et Winston n'ont pas tardé à se tendre. Le 3 juillet, mon mari a ordonné le bombardement de la flotte française dans le port de Mers-el-Kébir. 1300 marins français sont morts dans l'opération. L'Irak, c'était une décision horrible, difficile à prendre, qu'il a regretté moralement, mais qu'il était tactiquement et stratégiquement obligé de prendre. Le 27 juillet, De Gaulle et son épouse Yvonne sont venus déjeuner chez nous. C'était un peu pour se faire pardonner, Mers-el-Kébir. Et alors, le général de Gaulle est à la droite de Clémentine et pendant le déjeuner, elle lui pose la question. Alors, général, est-ce que ce qui reste de la flotte française va désormais travailler avec la Royal Navy ? De Gaulle répond « Madame, aujourd'hui, les soldats français n'ont qu'une envie, c'est de pointer leurs canons sur les navires anglais. » Winston, qui est au bout de la table, intervient diplomatiquement et dit « Excusez ma femme, général, elle parle trop bien français. » Et Clémentine, elle voit rouge et elle dit « Mais non, Winston, pas du tout. Il y a des choses qu'une femme peut dire. Et moi, je vous le dis, général de Gaulle, vous ne pouvez pas parler comme ça si vous voulez que l'Angleterre soit à vos côtés. Il va falloir que vous changiez. » Après, ils s'entendront très bien. Le lendemain, De Gaulle enverra une corbeille de fleurs et elle le respectera, De Gaulle. À partir de début août, la bataille d'Angleterre a fait rage. Chaque jour, l'aviation allemande larguait des tonnes de bombes. Les installations portuaires et les quartiers industriels de Londres étaient en feu. Chaque jour, on nous annonçait des centaines de morts. Ça va être le premier blitz qui va commencer. Il y aura des vagues et des vagues d'invasion de chasseurs et de bombardiers allemands sur la côte sud de l'Angleterre. Ce sont des événements dramatiques, meurtriers, symboliquement très durs pour la population britannique, dont une bonne partie d'ailleurs sera évacuée des villes. Les réunions du cabinet de guerre se tenaient désormais dans un abri souterrain. Cet abri était relié par un petit escalier à des bureaux que j'ai transformés en appartements. Il n'y avait pas beaucoup de place, mais Winston et moi avons continué à faire chambre à part. Winston en profitait pour sortir en secret, inspecter les dégâts après les bombardements. Il ne voulait pas que je m'inquiète. Non seulement il visite d'ailleurs les ruines, mais il va même monter sur les toits pour observer les raids allemands aux grandes dames de ses forces de sécurité et de ses ministres. Elle l'accompagne partout. Elle a sa tenue de combat, elle a son manteau d'astrakhan avec un bandana dans les cheveux pour être toujours bien coiffée. Et les ouvrières dans les usines vont adopter ce bandana comme signe de l'effort de guerre. Clémentine, cette fois, va s'occuper du logement de toutes ces femmes qui se sont engagées dans l'armée et qui travaillent dans les usines d'obus, d'armement, de chars, etc. Et elle est très appréciée. Elle est très populaire à ce moment-là. Le 15 septembre a été une date décisive de la bataille d'Angleterre. Winston et moi, nous avons suivi ensemble la bataille aérienne minute par minute. À la fin de la journée, notre aviation avait remporté une victoire éclatante. Pour la première fois, mon mari a fait le V de la victoire. Il est devenu Winnie, le gagnant. J'ai dessiné pour lui un uniforme confortable, une combinaison de terrassier aux couleurs de la Royal Air Force. La carrière de Winston était primordiale. Elle lui consacrera toute sa vie. Elle s'occupera de son image beaucoup. Elle pensait que c'était très important, l'image, pour un homme politique. Le 4 août 1941, mon mari a embarqué dans le plus grand secret pour une première rencontre avec Franklin Roosevelt, le président des États-Unis. Il m'a dit que c'était d'une importance primordiale. Il sait que, comme dans la Première Guerre mondiale,
c'est l'appui des États-Unis, l'appui politique, mais aussi militaire, matériel, technique des États-Unis qui fera pencher la balance définitivement dans le camp de ce qui va devenir la Grande Alliance. La réunion devait se tenir à Terre-Neuve, une île de l'Atlantique Nord. Le voyage devait durer 15 jours. Dès son départ, je lui ai écrit une petite note. J'espère vraiment, mon chéri, que ce voyage capital, en plus de rallier les Américains, vous permettra de vous reposer et de retrouver des forces. Ils vont se rencontrer donc, ces deux hommes, sur un navire britannique, et le 12 août 1941, ils vont signer ce qu'on appelait la Charte de l'Atlantique. Et pour Churchill, c'est un immense réconfort, parce qu'il est sûr que l'évolution de la guerre se poursuivant telle qu'on peut l'imaginer, la force américaine lui permettra d'obtenir la victoire. À son retour, je l'attendais sur le quai de la gare de King's Cross. Il y avait foule pour l'applaudir. Désormais, mon mari enchaîne les voyages, tous plus périlleux les uns que les autres. Je sais que ces voyages pèsent sur sa santé. C'est pour moi une cause constante d'inquiétude. En 1941, j'ai appris qu'il avait fait une crise cardiaque alors qu'il résidait à la Maison-Blanche. J'ai sans cesse peur que ça se reproduise. Au mois de décembre 1942, Winston est allé à Téhéran où il a rencontré Staline et Roosevelt. Mais il a de plus en plus de mal à imposer ses idées. Il dira, j'étais assis, d'un côté, il y avait le gros buffle américain, de l'autre côté, le grand ours russe, et au milieu, il y avait le petit bourricot anglais. Sur le chemin du retour, mon mari m'a envoyé un message codé depuis Tunis où il faisait escale. Du colonel Warden à Mrs. Warden. Si vous pouviez venir, ce serait magnifique. On m'a dit qu'il avait fait plusieurs malaises cardiaques. J'ai immédiatement fait mes bagages. C'est à bord d'un vieux bombardier que j'ai fait le vol pour aller le rejoindre. Au bout de quelques jours, Winston allait mieux. Nous sommes partis pour Marrakech pour nous reposer. Nous sommes allés voir les charmeurs de serpents. Nous sommes rentrés à Londres au mois de janvier 1944. Tous les jours, je vais marcher seul dans St. James Park pour me détendre. Winston est épuisé. Je crois que Winston mourra quand la guerre sera finie. Il a 70 ans et moi 60. Nous mettons toute notre énergie pour la gagner et elle nous la prend tout entière. Nous sommes maintenant en plein préparatif pour le débarquement. Winston me tient au courant de tout. Les derniers jours avant le débarquement, il est au milieu des camps militaires, des bases d'aviation, il est partout. Et d'ailleurs, si on ne l'avait pas retenu par les Basques, il aurait été avec les premières vagues de débarquement. Le 5 juin, la veille du jour J, Winston et moi nous avons dîné en tête-à-tête. Il m'a emmené dans la salle des cartes. Quand tu te réveilleras demain matin, 20 000 hommes auront peut-être perdu la vie. Churchill est très inquiet dans les jours qui précèdent le débarquement, il a peur que ça échoue. Plus de 4000 soldats britanniques et canadiens et 6000 Américains vont trouver la mort au cours des jours qui suivront. Le 12 juin, c'était au tour de mon mari de débarquer sur les plages de France. L'opération avait été un succès. Le 8 mai 1945, l'Europe a fêté la victoire. À Londres, Winston a été acclamé par la foule. C'est à cette époque que nous nous sommes installés dans notre nouvelle demeure au 28 Hyde Park Gate. Mon mari avait porté le poids de la guerre sur ses épaules. Quand la paix est revenue, il s'est trouvé désemparé. Un soir, il m'a dit qu'il se sentait vieux et fatigué. Quant au pays, il était en ruine, exsangue.
Le 19 mai, le gouvernement d'union nationale a été dissous. Il y a eu des élections. Les conservateurs ont perdu. Winston est redevenu simple député. La plupart des Anglais n'ont pas du tout voté contre lui. Ils ont voté contre le Parti conservateur. Et beaucoup d'ailleurs ont dit après, bien sûr, on a voté contre les conservateurs, mais on n'a pas pensé que Churchill allait s'en aller. Il l'a très très mal vécu. Ça lui a rappelé les échecs des Dardanelles. Mais c'est sa femme qui lui a dit « mais c'est une bénédiction déguisée ». Parce que comme ça, tu vas pouvoir justement donc d'abord te reposer, écrire tes mémoires, grandir ta statue et puis aussi préparer l'avenir. C'était devenu l'homme le plus célèbre de la planète, en fait. Dans leur maison de Hyde Park, il y avait 3 secrétaires qui répondaient aux centaines de lettres qui arrivaient tous les jours. Quand c'était l'anniversaire de Winston, c'était un flot de cadeaux. Quand ils rentraient dans un restaurant, tous les gens se levaient pour les saluer. Quand ils arrivaient au théâtre, ils étaient plus applaudis que les acteurs. Mais mon mari déprime. Il se plaint qu'il n'a plus de travail, ni d'ordre à donner. Il est si malheureux que ça le rend invivable. Il passe de plus en plus de temps à Chartwell, où il rédige ses mémoires de guerre. Le matin au réveil, je trouve souvent à mon chevet un petit mot. Ma bien-aimée, je t'adresse ce petit témoignage, mais il ne réussira sûrement pas à t'exprimer ma gratitude à ton égard et à tout ce que tu as fait pour me rendre possible la vie et tout ce que j'ai pu accomplir, ainsi que tout le bonheur que tu m'as donné dans un monde d'obstacles et de tempêtes. Petit à petit, mon homme retrouve goût à la vie. Début 1951, nous avons fêté notre anniversaire de mariage à Venise. Je l'ai convaincu de m'accompagner à la plage. Comme toujours, les journalistes n'étaient pas loin. Le 25 octobre 1951, Winston est redevenu Premier ministre. Nous avons retrouvé le 10 Downing Street. Le 2 juin 1953, nous avons assisté ensemble au couronnement de la reine Élisabeth II. Après le couronnement, il était épuisé. Il y avait un grand dîner pour le Premier ministre italien. Personne n'a rien remarqué, à part ses secrétaires. Ils se sont rendus compte que quelque chose était arrivé à Churchill. Nous l'avons remonté à sa chambre et le jour suivant, je l'ai trouvé dans son lit. Il était très pâle. Il avait du mal à articuler. 3 docteurs sont venus. Il devait y avoir une réunion du cabinet ministériel. Il a dit « Je vais à la réunion ». Il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Il y est allé. Mon oncle, qui était ministre, m'a dit qu'il avait été très silencieux, mais que personne n'avait rien remarqué. Plus tard ce jour-là, il a dit « Je vais aller à Chartwell ». C'était l'endroit qu'il aimait par-dessus tout. Là, il était en paix. Ce premier week-end à Chartwell, il était entre la vie et la mort. Il restait dans sa chambre. Mais il était déterminé à aller mieux. Il se remettra, il arrivera à refaire des discours, mais évidemment, il n'a plus la capacité d'être Premier ministre. Les ministres s'impatientent. Et Lord Halifax, qui était ambassadeur à Washington, avait dit il n'y a qu'une seule personne qui puisse faire démissionner Winston, c'est Lady Churchill. J'ai fini par réussir à convaincre mon mari de prendre enfin sa retraite. Il s'est retiré en avril 1955. Il a commencé à ralentir. Durant les 10 dernières années de sa vie, j'avais dans les 5-6 ans. Mon souvenir est alors d'une présence très silencieuse.
Il était toujours le cœur de la maison, mais il ne parlait plus beaucoup. Il s'est retiré en lui-même. Le jour de ses 90 ans, mon mari et moi avons fait une apparition ensemble à la fenêtre du salon de Hyde Park Gate. C'est la dernière fois que Winston est apparu en public. Le 11 janvier 65, il est tombé dans un semi-coma. Tout le pays était en état de choc. Il y avait des dépêches tout le temps. 10 jours durant, il est resté dans son lit avec son chat à ses côtés. Tous les jours, j'allais le voir et le chat était exactement dans la même position. Pendant 15 jours, j'ai tenu la main de Winston. Je suis si las de tout. Ce sont les derniers mots qu'il m'a dit. C'était un moment extraordinaire. C'était triste, mais ça n'était pas triste pour lui. Il était prêt à partir. Le 24 janvier, j'ai écrit « Winston s'est éteint paisiblement ce matin à 8 heures. » Je n'ai réalisé que mon grand-père était un grand homme qu'au moment de ses funérailles, en 1965. Il y avait De Gaulle, le président des États-Unis, le roi de Grèce. La reine était déjà dans l'église quand nous sommes arrivés. La cathédrale Saint-Paul. C'était extraordinaire. Après sa mort, la vie de ma grand-mère était complètement différente. Elle était membre de la Chambre des Lords, mais elle ne siégeait pas car elle était devenue un peu sourde. Mon mari, un véritable géant de l'histoire.